Salut! Il y a quelques mois, je vous conseillais les meilleurs micros pour faire de la vidéo sur YouTube, sur internet de manière générale. Et peu importe le type de vidéo que vous faites, parce que gardez à l'esprit que ce sera toujours le son le plus important et que l'image passe après. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, cliquez sur la petite fiche juste ici en haut et allez regarder ça. Si vous maîtrisez le son, c'est parfait, puisqu'aujourd'hui je vais vous conseiller les caméras que j'utilise et que je vous recommande pour que vous puissiez démarrer vos vidéos. Un truc qu'il faut comprendre tout de suite, c'est qu'on n'est plus en 2005 où l'on pouvait filmer ses vidéos YouTube avec sa webcam. Aujourd'hui, tout ça a évolué et mine de rien, les gens se sont habitués à un certain standard, à un certain niveau de qualité pour les vidéos. Et si vous aussi, vous voulez proposer quelque chose d'agréable à regarder pour votre spectateur, il va falloir investir un minimum. Il faut comprendre que faire de la vidéo, de manière générale, ça coûte cher. Mais rassurez-vous, je vais vous conseiller du matériel tout à fait abordable. En fonction des budgets que vous avez, il y aura différents paliers, vous allez voir. Et surtout qu'il sera de l'argent bien investi. Si vous avez moins de 600 €, achetez une caméra pas chère entre guillemets, je vous le déconseille. Sur le moment, vous allez en être satisfait, il y a de bonnes caméras pour ce prix-là, mais au bout de quelques mois, vous vous sentirez limité et vous aurez très vite envie de passer au niveau supérieur et d'en racheter une autre. Donc pour moi, si vous avez moins de 600 € de budget, acheter une nouvelle caméra en 2017 à ce tarif-là, c'est un mauvais investissement. Mais pas de panique, si c'est le budget que vous avez, rien ne vous empêche de faire des vidéos. Au lieu d'acheter une caméra, utilisez votre smartphone, tout simplement. Aujourd'hui, on a pas mal de smartphones qui sont capables d'être totalement suffisants pour filmer vos vidéos en extérieur ou en intérieur, à condition de bien vous éclairer. Les smartphones ont un tout petit capteur et il leur faut donc beaucoup de lumière pour qu'ils soient capables de produire une bonne image. Je vous mets un lien juste en dessous dans la description de la vidéo pour la lumière que je vous conseille. C'est la lumière qui m'éclaire en ce moment, tout simplement. C'est du très bon matos, fiable, qui coûte pas si cher que ça, voire même pas cher pour de la lumière par rapport aux tarifs qu'on peut trouver habituellement. Et ça fait quoi, 4-5 ans que je m'éclaire exclusivement avec ça? Donc ça tient sur le long terme, c'est du matos vraiment que je vous recommande qui est fiable. Plutôt que balancer votre argent dans une caméra pas trop chère que vous allez regretter d'avoir acheté très rapidement, investissez votre argent dans de la lumière et utilisez votre smartphone, ce sera totalement suffisant pour bien débuter. Ça vous laissera le temps de découvrir, d'apprendre comment fonctionne le monde de la vidéo, de vous perfectionner et de continuer à mettre un petit peu d'argent de côté jusqu'au jour où vous aurez économisé assez pour vous payer la première caméra que je vous conseille. Mon chouchou du moment, c'est le G7 de Panasonic. Un rapport qualité-prix absolument incroyable et imbattable aujourd'hui, tout simplement. C'est pour moi le boîtier idéal pour débuter efficacement en vidéo et sans se ruiner. Son gros avantage par rapport aux nombreux Canon que l'on peut trouver autour des 500-600 €, c'est que ce G7 filme en 4K, ce qui est en réalité de l'Ultra HD, mais que tout le monde appelle 4K. Et là, je vais répondre tout de suite à ceux qui disent systématiquement mais filmer en 4K, ça sert à rien, moi j'ai pas d'écran 4K et ceux qui regardent mes vidéos, ils ont pas non plus d'écran 4K. Filmer en 4K ne veut pas dire forcément diffusée en 4K. Une vidéo filmée en 4K et exportée en Full HD aura un meilleur piqué. Vous aurez une meilleure qualité d'image que si vous aviez directement filmé en Full HD. Filmer en 4K, ça vous donne également plus de flexibilité au montage, pour par exemple zoomer dans l'image sans perte de qualité. Ça permet de dynamiser votre vidéo sans que vous ayez besoin constamment de déplacer physiquement votre caméra pour l'approcher ou l'éloigner de vous. Vous pouvez également profiter de cette souplesse de recadrage d'image pour stabiliser votre vidéo au montage. Le capteur du G7 est pas stabilisé, et à ce prix-là, c'est tout à fait normal. Mais vous pouvez utiliser cette astuce pour stabiliser votre vidéo en post-production. Le Lumix G7 est capable de filmer en 4K jusqu'à 30 images par seconde et en Full HD à 60 images par seconde. Il a une très bonne autonomie et cerise sur le gâteau, il embarque des fonctions vidéo avancées que l'on retrouve généralement sur des caméras beaucoup plus chères. Le focus picking est présent pour vous aider à faire votre focus de la manière la plus précise possible et les zébras pour s'assurer de ne pas avoir des plans complètement cramés. C'est des fonctions super essentielles. Il a du Wi-Fi intégré, l'écran pivote, donc voilà, si vous filmez seul, c'est toujours pratique. Les menus de Panasonic sont super simples. Bref, pour la vidéo, c'est vraiment ce que vous pouvez avoir de mieux aujourd'hui si vous avez un budget serré. On le trouve autour des 600 € avec un objectif. Donc voilà, je vous mets un lien dans la description de la vidéo comme pour tout le reste et vraiment vous pouvez l'acheter les yeux fermés. C'est un super investissement. Si vraiment vous partez de rien, je vous ai fait une petite sélection de matériel que je vous conseille et pour moins de 800 € vous avez la caméra, la carte mémoire, le trépied, le micro et les lumières. C'est l'équipement parfait pour débuter si ça rentre dans votre budget. En tout cas, si le pack vous intéresse, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Le seul défaut du G7, c'est de ne pas avoir de prise casque, et ça peut être embêtant suivant le type de vidéo que vous souhaitez faire. Si vous avez absolument besoin de ça, il faudra y mettre un petit peu plus cher et se tourner vers le GH4, toujours chez Panasonic. C'est un boîtier beaucoup plus pro, très intéressant notamment si vous faites de la fiction et qui aura par exemple un bien meilleur dynamic range que le G7. Il filme en 4K évidemment, en Full HD à 100 images
par seconde, ce qui peut être utile si vous voulez faire de jolis ralentis. Vous pourrez aussi filmer en log, bref, il reste toujours hyper intéressant aujourd'hui ce GH4, même s'il est sorti il y a pas mal d'années, je trouve que c'est toujours une caméra excellente pour débuter, sachant qu'il a énormément baissé de prix depuis sa sortie. Aujourd'hui, on doit le trouver à peu près autour des 1000 €, et là aussi, c'est un super bon investissement. Comme d'habitude, lien en description de vidéo si jamais vous avez envie de l'acheter. Si vous comptez investir vraiment tout en restant dans des prix raisonnables pour de la vidéo sur internet, j'ai 3 caméras que je vous recommande. Le Sony A6500 qui tourne autour des 1500 €, le GH5 de Panasonic qui vient de sortir et qui coûte 2000 €, et enfin l'A7S II de Sony qui lui se trouve aujourd'hui à un tout petit peu plus de 2000 € également. Donc finalement, peu importe la gamme de prix, je me retrouve à vous conseiller soit du Sony, soit du Panasonic, tout simplement parce qu'aujourd'hui ce sont les seuls à proposer des fonctions vidéo aussi avancées dans des boîtiers aussi compacts. Si j'ai choisi de vous parler de cela, c'est parce qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que tous les autres. Sinon le choix serait vite fait. Là, votre choix va dépendre du type de vidéo que vous voulez faire et je vais vous expliquer tout ça. Tous sont bien évidemment capables d'enregistrer de la vidéo en 4K, mais petite subtilité, c'est de la vraie 4K cinéma sur le GH5, le plus récent de tous, qui est aussi capable d'enregistrer en 10 bits en interne, là où Sony reste encore limité aux 8 bits internes sur ses hybrides. Si ce que je viens de vous dire ça vous parle pas du tout, peut-être qu'un G7 ou un GH4 sont déjà bien suffisants pour débuter efficacement en vidéo à votre niveau de compétence, mais en gros, pour faire très simple, ça permet d'avoir plus d'informations dans les couleurs pour laisser plus de possibilités de correction au montage. En gros. Autre chose importante à savoir, le GH5 filme à 60 images par seconde en 4K. Pour ce prix-là, c'est assez incroyable. Et là, comme ça, le premier boîtier aussi compact qui me vient à l'esprit et qui est aussi capable de faire ça, c'est le 1DX chez Canon, qui est un full frame, mais qui coûte quoi? 5000 €? Celui-ci en vaut 2000? Donc voilà, merci Panasonic d'apporter des fonctions vidéo aussi avancées que ça et de casser les prix à ce point. Pour le slow motion en Full HD, 120 images par seconde chez Sony, 180 sur le GH5, mais attention, en mode manuel uniquement. Pas d'autofocus. Chez Sony, en mode slow motion, on conserve l'autofocus. Parmi les autres différences importantes, le GH5 a le gros avantage d'avoir un écran pivotant. C'est super pratique pour pouvoir filmer dans toutes les positions et notamment avoir un retour caméra si vous vous filmez seul. Chez Sony, l'écran s'oriente seulement de cette manière et c'est parfois très frustrant. Si vous faites du vlog, ça peut faire peur de ne pas avoir de retour caméra pour voir votre cadrage, voir si vous êtes bien focus. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça m'est arrivé de le faire, c'est tout à fait faisable, c'est sûr que c'est pas pratique. Il faut bien connaître sa caméra. Pour tous les autres types de vidéos, je trouve pas ça si handicapant. Ça fait 1 an que je filme avec du Sony et j'ai pas vraiment le souvenir d'avoir à un moment donné été réellement bloqué, réellement embêté par cet écran qui ne pivote pas totalement. Je me filme seul et j'utilise le Wi-Fi et l'application Sony pour avoir un retour d'écran sur mon smartphone et contrôler à distance le déclenchement de la vidéo. Ça me convient très bien comme ça. Donc à vous de voir en fonction du type de vidéo que vous souhaitez faire encore une fois, mais là où Sony a vraiment du retard, c'est sur le tactile. Totalement absent sur l'A7S II, ce qui peut se comprendre parce qu'il a maintenant plusieurs années, c'est un petit peu plus embêtant sur l'A6500 avec son écran partiellement tactile. Vous pouvez faire le focus en appuyant sur l'écran. C'est super pratique, on en prend très vite l'habitude, mais impossible de naviguer dans les menus de la même manière. Ça c'est frustrant et dommage que les choses aient été faites à moitié. Le GH5, qui lui vient tout juste de sortir, supporte le tactile à 100%. C'est extrêmement pratique pour les générations comme vous et moi qui ont l'habitude de nos smartphones entièrement tactiles. Dans la pratique, c'est un vrai gain de temps lorsque l'on navigue dans les menus. Et puisqu'on parle de réglages, j'en profite pour dire un petit mot sur ceux de Sony que beaucoup décrivent comme difficiles à comprendre. Moi je suis passé d'un boîtier Canon qui a les réglages les plus faciles à comprendre au monde à un Sony qui, soi-disant, a des réglages très compliqués. Et au final, ça m'a pas tant gêné que ça. C'est vrai que c'est pas toujours bien organisé. Deux fonctions en rapport l'une avec l'autre sont parfois dans des menus très éloignés, mais moi j'ai profité de tous les boutons dédiés pour placer tous mes différents réglages. Ça me permet de faire tous mes changements très rapidement et au final, je vais quasiment jamais dans les menus Sony pour paramétrer quelque chose. Donc voilà, au final pour vous dire de vraiment pas avoir peur de ça malgré ce que vous pouvez entendre autour de ça. Moi, en tout cas, pour mon cas perso, ça m'a pas du tout gêné, à part les premiers temps, les premières semaines auxquelles il faut s'habituer, mais pas plus que ça. Ce qui pose un problème bien plus embêtant chez Sony en revanche, c'est l'autonomie. Vous le voyez, les batteries du GH5 sont largement plus grosses et ça se ressent clairement dans la pratique. Une batterie Sony, c'est environ 30 minutes de vidéo, 45 minutes sur le GH5.
Ça va varier hein, suivant les modes que vous utilisez, les fonctions que vous utilisez, mais moi globalement c'est ce que j'ai constaté. Par contre, l'A6500 et l'A7S2 ont le gros avantage de pouvoir se recharger via la prise micro USB, et ça c'est extrêmement pratique. Panasonic a ajouté de l'USB type C sur son GH5, donc c'est bien, c'est moderne, cool, sauf que on peut l'utiliser uniquement pour transférer des fichiers, pas pour recharger l'appareil. C'est vraiment dommage. Moi ça m'arrive très souvent d'alimenter mon A7S, mon A6500 avec un câble, de recharger sa batterie avec une batterie externe quand je suis en déplacement et sans prise de courant à disposition. Et finalement, la faible autonomie des Sony est rattrapée par cette super fonctionnalité qui manque vraiment sur le GH5. L'A7S2 et le GH5 ont une prise casque, très utile si vous voulez monitorer précisément votre son ou tout simplement vérifier rapidement le son d'un rush en plein tournage. Par contre, l'A6500 n'en a pas et ça peut être un réel problème suivant le type de vidéo que vous souhaitez tourner. Gardez ça à l'esprit. Petite technique que j'utilise, un câble micro HDMI vers HDMI sur lequel je rajoute un adaptateur mâle HDMI qui a une prise casque. 15 € seulement et l'absence de prise n'est plus un problème. Je vous mets tout ça en description de vidéo si jamais vous en avez besoin. Et puisqu'on est dans les détails qui font la différence, le GH5 embarque un second port de carte SD et ça aussi ça peut être extrêmement important. Si vous filmez vos vidéos tranquille chez vous et que vous êtes obligé de refaire un plan à cause d'un problème d'enregistrement sur la carte SD, c'est pas très grave. Par contre, si vous faites de la fiction par exemple, avoir la sécurité d'un double enregistrement c'est presque primordial. Parce que c'est pas une fois chez vous en regardant vos rushs que vous vous apercevez que quelque chose a foiré que vous allez pouvoir demander à vos comédiens de retourner une scène. Parlons capteurs maintenant. Ceux des 3 caméras sont stabilisés mécaniquement et sur 5 axes. En vidéo je trouve ça super important, ça va vous permettre de faire des plans à main levée qui sont super stables, surtout si en plus de ça votre objectif est stabilisé lui aussi. L'A7S2 est un plein format, l'A6500 un APS-C et le GH5 un micro 4 tiers. C'est lui qui a le plus petit capteur et logiquement celui qui sera le plus limité en basse lumière, à l'inverse de l'A7S2 qui lui est carrément capable de voir dans le noir. Cette différence de taille de capteur, elle va aussi avoir un impact direct sur les objectifs que vous allez devoir acheter. Des objectifs pour full frame ça coûte une blinde, en plus de ça ils sont généralement lourds, à l'inverse de ceux du GH5 qui eux sont quand même relativement abordables et très légers. Donc avoir un petit capteur c'est pas forcément un désavantage. Par exemple pour avoir une longueur focale équivalente à celle d'un full frame, votre objectif va vous coûter beaucoup moins cher. Donc voilà, encore une fois, ça va dépendre du type de vidéo que vous allez faire, ça peut être un désavantage, ça peut être un avantage. Deux derniers petits bémols sur le GH5 par rapport aux deux Sony dont je vous parle ici. Le GH5 est capable de filmer en log, mais pas directement à l'achat. Il faudra rajouter une centaine d'euros en plus, alors que l'A6500 et l'A7S2, eux, en sont dotés nativement. Le log, pour faire simple, c'est un profil d'image plus plat, qui tire au maximum parti du dynamic range du capteur pour voir plus de nuances de couleurs, notamment dans les noirs et dans les blancs pour nous laisser plus de flexibilité au montage. Pour finir, l'autofocus du GH5 est absolument pas fiable. Vous pouvez pas lui faire confiance à 100%. Il suffit qu'il voit derrière vous, devant vous, un petit peu sur le côté, une feuille qui bouge, quelqu'un qui passe, qui marche dans le cadre, paf, il va faire le focus dessus. Vous n'allez plus être focus, ça va comme ça altérer en fonction des petits mouvements qu'il va y avoir dans le champ de votre caméra. Donc ça peut vraiment être dérangeant suivant le type de vidéo que vous faites de ne pas pouvoir faire confiance à 100% à cet autofocus. Si vous faites du vlog, que vous filmez du sport ou n'importe quoi d'autre où vous utilisez très souvent l'autofocus, et ben le GH5 est pas forcément un bon choix. Beaucoup de gens qui voudront tourner de la fiction ou faire du reportage vont être très intéressés par le GH5. Et à ce moment-là, l'autofocus on s'en fout. On filme tout en manuel et ce sera pas un problème cet autofocus. Par contre, si vous êtes seul chez vous, que vous avez l'intention de tourner des vidéos où vous êtes face caméra, bah j'aurais pas trop tendance à vous recommander d'utiliser l'autofocus. Trouvez un moyen de faire un focus manuel. En gros, ne lui faites pas confiance à 100%, on peut pas. Si vous faites du vlog, l'A6500 est un excellent choix. C'est même aujourd'hui la meilleure caméra de vlog, en tout cas celle que je recommande pour le faire si c'est le budget que vous avez. Il est super léger, vous pouvez mettre un micro et surtout il a le meilleur autofocus des trois. Il est impressionnant cet autofocus. Et si vous faites un type de vidéo où vous l'utilisez beaucoup, foncez les yeux fermés, c'est celui-ci qu'il vous faut. Voilà pour tous les conseils que je pouvais vous donner. J'ai pas listé toutes les fonctionnalités de ces caméras, sinon on y est encore demain, mais j'ai listé tous les points, toutes les fonctionnalités qui diffèrent entre l'une et l'autre et qui pour moi sont importantes, qui peuvent peser dans la balance au moment de faire votre achat si vous hésitez entre l'une ou l'autre. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas juste en dessous dans les commentaires ou alors venez m'en parler sur mes réseaux sociaux, vous avez les liens juste ici, on en discutera avec plaisir. Créez des vidéos qui déchirent et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!